En direct du Salon de l'Agriculture. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour les amis, alors comme vous le savez, nous sommes toute cette semaine sur le Salon de l'Agriculture, un énorme dispositif Sud Radio parce qu'on veut être au plus près des paysans, des agriculteurs et de tout ce monde agroalimentaire qui nous nourrit chaque jour. Et j'ouvre un peu le bal ici sur le stand de la coopération agricole avec le président de la coopération qui est avec moi. Bonjour Dominique Chargé. Bonjour Vincent, on est ravis de vous accueillir. Ah bah j'espère, parce que moi je suis ravi d'être là. Au milieu de là où ça se passe et surtout donner le sentiment à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent aussi sur notre chaîne YouTube. On a dépassé 900 000 viewers cette semaine. Eh bien, cette impression que la fête commence, même si hier beaucoup des médias, et c'est normal, ont montré les vicissitudes du président de la République à traverser et à s'expliquer, il faut dire que le monde agricole, il est d'abord là pour la vitrine, pour montrer aux citadins et aux autres ce qu'ils sont capables de faire toute l'année. Oui, on est là dans ce salon de l'agriculture, pour nous la coopération agricole, pour parler de nos territoires, pour parler de notre modèle coopératif, pour parler de nos produits. Et donc pour nous c'est important, comme tous les ans, d'être ici au salon de l'agriculture, rencontrer les consommateurs, rencontrer les citoyens, parler de l'agriculture et surtout essayer de réconcilier leur assiette, leur alimentation avec ce que sont nos métiers de l'agriculture et de l'alimentation. Ça serait pas mal. Et pour ça, il faut qu'ils connaissent. Il faut comprendre comment ça se passe. Alors, la coopération agricole que vous présidez, c'est une coopérative de coopérants. En quelque sorte, c'est une coopérative de coopératives. Voilà, en fait, la coopération agricole, c'est l'organisation nationale qui représente les 2100 coopératives françaises. Et ce qui est intéressant, c'est plutôt de savoir comprendre ce que sont ces coopératives. Une coopérative, c'est une initiative, en fait, qui part des producteurs. Ce sont des producteurs. C'est des producteurs de lait, des producteurs de viande, des producteurs de céréales, des producteurs de toutes les productions qui ont choisi, ensemble, de transformer leur production agricole pour la mettre à disposition de la consommation dans vos centres de consommation, de distribution ou de restaurants dans lesquels vous allez consommer tous les jours. Donc ils ont pris cette initiative, ils ne le font pas tout seuls, ils ont décidé de le faire ensemble et donc on a des coopératives partout sur le territoire français, il y en a 2100 je l'ai dit, et qui fabriquent tous les jours votre alimentation. Ça représente 3 agriculteurs sur 4 qui sont engagés aujourd'hui dans les coopératives et ça représente 40% des produits que vous consommez. Une marque sur 3 est une marque qui appartient à des agriculteurs par leur coopérative. Oui, et d'ailleurs, il faut noter 2 choses. D'abord, vous êtes certainement le premier fournisseur de la grande distribution en mode alimentaire, sur la base des produits français. Et vous êtes le plus gros catalogue de marques de produits alimentaires. Ce que notre modèle, finalement, fait le mieux, c'est celui d'être sûr que quand vous achetez un produit coopératif, qui vient d'une coopérative, vous achetez un produit qui a été fait par des agriculteurs, qui vient de l'exploitation d'agriculteurs sur un territoire français et qui finalement est directement de la production à la consommation. Alors, ce qu'il faut essayer de mettre à jour, je dirais, c'est l'impression qu'ont les Français. Parfois, de ces coopératives sont souvent de grandes coopératives, de grands groupes, mais aussi beaucoup de TPE. Est-ce que on entend souvent dire que la grande distribution, et on pense à l'agroalimentaire, mais ce sont souvent des images qui sont un peu faussées, exploitent en définitive ces paysans qui sont un peu des prolétaires de la terre, qui sont en fait qui vivent un vrai servage au service de l'agroalimentaire. Vous êtes un intermédiaire qui respecte le paysan ? Mais c'est de toute façon notre vocation, mais comme vous l'avez dit Vincent, d'abord effectivement, les coopératives, ce sont 95% des TPE et des PME. Il y a effectivement des grands groupes aussi, parce que suivant les métiers dans lesquels on est, suivant les marchés sur lesquels on a été effectivement obligé de s'organiser de manière différente et justement pour répondre à ce qu'était la demande de consommation et la demande de la distribution. Et effectivement, nos relations avec la grande distribution au fil du temps, on va dire, se sont dégradées, en tout cas ont évolué. Et effectivement, on a un sujet aujourd'hui qui est celui d'être en capacité de faire respecter la valeur de la production agricole auprès de distributeurs pour faire en sorte que les agriculteurs puissent continuer
de faire leur métier et finalement répondre à la demande des consommateurs. Mais pour la coopérative, et ça c'est très important de le noter, l'objectif c'est bien de transformer la production de nos exploitations. La coopérative est finalement le prolongement de chacune de nos exploitations et effectivement d'y associer le maximum de valeur et donc de rémunération pour l'agriculteur. L'intérêt de la coopérative, ça n'est pas de faire des profits, entre guillemets, pour le plaisir de faire des profits. Nous ne sommes pas des organisations capitalistes, nous sommes des organisations d'hommes. Et tous les ans, le conseil d'administration et l'assemblée générale décident de la répartition des résultats entre les investissements que nous devons faire pour améliorer nos conditions de travail et éventuellement faire de l'innovation aussi sur les marchés, mais également redistribuer des résultats vers les agriculteurs qui peuvent ainsi améliorer leur rémunération. Alors, l'esprit qui présidait à la création des coopératives, c'était effectivement l'union fait la force, et notamment la force de promotion, la force commerciale, parce que il est plus facile quand on a de gros volumes, ou qu'on représente de gros volumes, d'aller négocier avec les acheteurs, mais vous êtes une coopérative, vous n'êtes pas un grossiste. Votre vertu, ce n'est pas de faire, vous, du commerce, mais plutôt de représenter tous ceux qui veulent proposer leurs produits. Alors, la coopérative en elle-même, elle possède ses outils de collecte et de transformation, et elle a également, pour beaucoup d'entre elles, ses forces de vente, c'est-à-dire qu'elle vend directement. Pour ce qui est de la coopération agricole, non, nous ne sommes pas, nous, une organisation commerciale, nous sommes quelque part un syndicat qui représente les coopératives et qui justement, c'est très important aujourd'hui, c'est un syndicat qui défend et qui surtout explique aujourd'hui à tout le monde politique, à tous les concitoyens, ce que sont justement ces spécificités coopératives, en quoi elles sont utiles pour aujourd'hui faire en sorte que nous retrouvions notre souveraineté alimentaire, c'est-à-dire que nous puissions être en capacité de produire pour répondre à tous les marchés, que nous soyons en capacité de faire les transitions écologiques, c'est-à-dire accompagner les agriculteurs dans les transitions écologiques et renouveler les générations. C'est vraiment ça notre leitmotiv, et c'est important parce que nous incarnons justement la chaîne alimentaire depuis la production jusqu'à la consommation, que les pouvoirs publics, et le président de la République en particulier dans sa visite hier, identifient bien ce que sont les coopératives au sein de cette chaîne alimentaire. Dominique Chargé, au moment des révoltes paysannes que nous vivons encore d'une certaine manière, et plus il y a un mois évidemment avec la montée des tracteurs, quelle a été votre position et surtout quelle a été la position des agriculteurs à votre égard ? Notre position, je suis un agriculteur, vous l'avez dit, je suis un éleveur de Loire-Atlantique, et notre position, c'est d'abord évidemment de comprendre cette colère, de comprendre cette exaspération, parce qu'il y a aujourd'hui une incompréhension totale et une incohérence entre ce que sont les objectifs qu'on nous demande et les moyens qu'on nous donne. Et on est aujourd'hui dans un carcan pris entre mieux rémunérer les agriculteurs, et c'est tout à fait légitime et nécessaire, mais en même temps dans un carcan où, pour des questions de pouvoir d'achat, on nous dit qu'on a beaucoup de mal à avoir les bons prix auprès de nos clients. Et donc notre objectif à nous, c'est d'essayer de desserrer cet étau pour que les agriculteurs puissent vivre de leur métier et surtout qu'on puisse continuer à produire. Parce qu'une des grandes incompréhensions, c'est qu'aujourd'hui, on voit la production agricole française diminuer, on voit nos très bons produits de qualité être moins consommés parce qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat, et on importe des produits qui ne répondent pas aux standards qu'on nous impose, nous, en France. Et ça, effectivement, ces normes, ces contraintes, cette baisse de production et l'augmentation de ces importations ont créé une vraie frustration, une vraie colère des agriculteurs qui doit s'exprimer. Et nous, coopération, non seulement nous comprenons et nous soutenons, mais nous sommes là aussi pour, dans notre rôle syndical du coup pour la coopération agricole, essayer de trouver des solutions avec les pouvoirs publics pour faire en sorte que nous sortions de cet étau. Comment est-ce qu'on peut expliquer à ceux qui nous écoutent que en 2022, moitié 2023, il y ait eu une telle chute du prix d'achat du lait, et qu'en même temps l'inflation a fait que les produits issus de ce lait, les produits laitiers dans la distribution, n'ont cessé d'augmenter? Alors, l'ensemble des produits, notamment le prix du lait, ont fait un bond important et nécessaire avec l'inflation. On est resté à un niveau aujourd'hui de prix du lait qui reste à un niveau élevé, même si effectivement par rapport à ce qu'il a été 30% un peu plus. Écoutez, moi aujourd'hui, ce que j'ai en tête, je suis un producteur, je peux vous parler de ma situation.
On est aujourd'hui dans un prix du lait, pour ma coopérative en tout cas, qui est situé aux alentours de 440 euros des 1000 litres. Et donc après, avec la qualité, j'avoisine les 500 euros. Mais effectivement, c'est un prix aujourd'hui nécessaire. Et pour nous, l'important, c'est de retrouver cette valeur. Et dans ce partage de la valeur, il y a effectivement les coûts de transformation qui, eux, ont aussi beaucoup augmenté. L'énergie dans nos entreprises a beaucoup augmenté. Les salaires ont beaucoup augmenté. Et on a beaucoup de mal aujourd'hui à faire prendre en compte ces augmentations de prix de transformation auprès des distributeurs. Et surtout, nous, ce qui nous a beaucoup agacé cette année, c'est que nous avons eu beaucoup de difficultés aussi à faire respecter la valeur de la matière première laitière, alors que la loi impose normalement à la distribution de ne pas pouvoir négocier et de prendre les augmentations qu'on propose sur la matière première agricole pour la juste rémunération des agriculteurs. Donc on a tous ces sujets qui sont sur la table et qui effectivement méritent aujourd'hui qu'on les précise pour faire en sorte que les agriculteurs puissent mieux vivre de leur métier et qu'on puisse continuer à produire en France les produits que les consommateurs attendent. Vous ne produisez pas, à titre personnel, dans votre exploitation de Loire-Atlantique, vous ne produisez pas que du lait, produisez du poulet aussi. Je suis producteur de volaille également, oui. Volaille, poulet fermier, poulet sans label. Poulet label et poulet conventionnel, les deux productions, effectivement, parce que chacune de ces deux productions répond à des attentes de consommation différentes. Je suis un producteur de volaille label parce que ce produit est un produit que le consommateur va davantage consommer, j'allais dire le dimanche, donc c'est aujourd'hui, avec un poulet au four et en famille, découpé, c'est très bon, avec des pommes de terre et de la salade. Et puis il y a le poulet que vous allez consommer dans vos sandwichs, que vous allez consommer notamment dans la restauration à domicile, qui est un poulet qui est aussi un poulet de bonne qualité, qui a été élevé dans des conditions différentes parce qu'il répond à un moment de consommation et à une attente qui est différente. Donc il faut que nous soyons présents sur toutes ces gammes. Effectivement, il faut que nous soyons, je dirais, capables de faire la montée en gamme, mais la montée en qualité, mais sur toutes les gammes, et que nous puissions assurer au consommateur de lui fournir les produits qu'il souhaite consommer au moment où il souhaite les consommer. Restez avec moi, Dominique Chargé, parce que dans cette émission, on va parler de la transformation du lait, qui est quand même le meilleur moyen de le valoriser, ce lait de vache ou de brebis ou de chèvre. Restez avec nous, on en parle dans une minute. Sud Radio, en direct du Salon de l'Agriculture. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, toujours dans le hall 4 sur le stand de la coopération agricole avec son président Dominique Chargé qui nous expliquait ce que c'est que la coopération agricole. C'est une coopérative de coopératives. Voilà, pour faire simple, c'est-à-dire un acteur majeur de l'agroalimentaire sur base paysanne en France. Et je dois dire que ces produits laitiers dont on parle dans l'émission ce matin, ils sont évidemment extrêmement suivis d'extrêmement près parce que c'est un gros marché, c'est une grosse part d'ailleurs des produits de coopératives, les produits laitiers, Dominique. Sur le secteur laitier, la coopération représente grosso modo 50-55% de la collecte et 50% à peu près des produits laitiers aujourd'hui fabriqués en France. Donc oui, c'est une part importante. Alors si je fais un petit tour un peu plus large, on est aussi très présent sur les céréales avec 70-80% de la collecte sur et le pas porc, que pour 90, pas que pour de l'alimentation humaine. En tout cas pas que pour de l'alimentation directe et pas que de l'alimentation humaine effectivement parce que c'est aussi pour l'alimentation animale. Bien sûr, on le sait bien, c'est un marché important. Alors cette transformation du lait qui est quand même la meilleure façon, moi je le dis toujours et on le voit de plus en plus, qui est le meilleur moyen de valoriser le lait. Parce que ceux qui vendent du lait brut, du lait liquide, ont souvent du mal à vivre correctement et la transformation va apporter un plus formidable. Non mais absolument. D'abord, le lait est un produit qui en l'état doit être transformé parce qu'il n'est pas conservable très longtemps. Donc, sauf en UHT. Alors justement, il a déjà été transformé. Oui, c'est vrai. C'est déjà une transformation à la cuisson, on l'a cuit et on l'a stabilisé et on l'a voilà. Mais le lait doit être transformé pour être conservé. Et donc c'est pas nous qui avons inventé les fromages. Je crois que ce sont les Égyptiens qui, les premiers, ont trouvé par la fermentation la possibilité de pouvoir stabiliser du lait pour finalement le stocker et pouvoir le consommer à d'autres moments. Et donc on s'est enrichi finalement de cette connaissance. Et pour nous aujourd'hui, effectivement, la diversité, l'excellence gastronomique de ces produits laitiers est une formidable ressource en France
mais aussi en Europe et à l'international, parce que les produits laitiers sont par excellence les produits qui représentent cette diversité, cette gastronomie française qui est très prisée. Quand vous exportez, quand vous êtes dans n'importe quel pays du monde et que vous commercialisez un produit sous une belle marque française, vous avez systématiquement, vous y associez systématiquement l'excellence, la qualité de vie et la qualité, d'une manière générale, la qualité des produits français. Et ça, c'est une formidable ressource. Et le produit phare, c'est évidemment le fromage, le beurre. Bon, évidemment, le beurre et le fromage, mais le fromage qui est un produit identitaire super fort, reconnu dans le monde entier. Nous, on a quand même le plus beau plateau de fromage en France et en marge de ce salon, ou plutôt au sein de ce salon, se tient un autre salon professionnel, celui-là, qui est le salon du fromage au pavillon 7, qui est juste à côté d'ici. Et je reçois ce matin le président du CNAOL, Hubert Dubien. Bonjour. Bonjour Hubert. Comment ça va ? Oh ben ça va très bien, on est en plein boulot là, le salon du fromage vient d'ouvrir justement. J'invite tous les professionnels, puisque c'est un salon professionnel, à venir s'y rendre pendant ces 3 jours et ça va être un beau week-end. Alors, vous avez reconnu peut-être cet accent du Massif central, oui. C'est un Auvergnat du Forêt qui est venu nous apporter d'ailleurs une belle fourme de Montbrison. Ah ben je sais que vous êtes producteur vous ? Non, je suis producteur de lait, simplement je transforme pas encore. Mais je sais que vous avez un pied dans la Loire, j'ai pas pu m'empêcher de vous amener un petit bout de forme de Montbrison. Voilà, on fait un bisou à l'ami Pralu et au marché de Montbrison qui est censément un des plus beaux marchés de France. Ah oui, qui a été reconnu plus beau marché de France à l'époque de monsieur Pernod. Alors, Hubert Dubien, le CNAOL, c'est en fait la filière des fromages d'appellation. Voilà, la filière fromage des appellations, on les représente. Alors c'est fromage, beurre et crème. Hein. On inclut aussi les 3 beurres et les 2 crèmes qui sont sous AOP. Mais aussi on a des actions aussi pour les IGP laitières. Oui, bien sûr, les indications géographiques protégées. Voilà, c'est ça, ouais. Donc c'est un cahier des charges moins strict que l'AOP. On ne parle pas forcément de la même chose dans un cahier des charges AOP que dans le cahier des charges IGP. Mais nos grosses actions sont quand même pour les AOP. Et c'est quand même 46 fromages. Hein. Vous parliez de diversité il n'y a pas très longtemps qui sont sous signe AOP. Et alors en termes de volume, on est peut-être moins bon que certains autres Européens, mais par contre en termes de diversité, allez, on est imbattable. Oui, mais Hubert, 46 fromages, c'est certes impressionnant en termes d'appellation, mais ça vient se superposer à des milliers, on dit souvent 3000 fromages fermiers ou de marques qui sont aussi le tissu fromager français. Ah oui, tout à fait, effectivement, il y a la diversité est quand même beaucoup plus large. Et vous parliez de l'histoire des fromages, et dans les AOP, c'est de ça qu'on parle. Quand on va dans nos cahiers des charges et qu'on regarde de quoi on parle dans les cahiers des charges, on parle de territoire, on parle d'histoire, on parle de pourquoi on a fait ces fromages là-haut. On parlait de la conservation du lait. Effectivement, sur mon territoire, moi, quand on monte sur les Hauts-de-Chaume, et quand ils montaient sur les Hauts-de-Chaume, et qu'ils allaient traire des vaches là-haut avec les femmes et les enfants, ils allaient pas redescendre tous les jours pour descendre le lait dans la vallée. Eh bien forcément, ils étaient obligés de le stocker. Et la meilleure façon de le stocker, c'était de le transformer et d'en faire du fromage. Et c'est comme ça que sont nés la plupart des fromages sous signe de qualité, qui aujourd'hui est une reconnaissance européenne à laquelle on tient beaucoup. Et un vrai... ces AOP sur leur territoire souvent très ruraux, pour 70% dans les territoires de montagne, eh ben c'est de l'aménagement du territoire aussi. On parle d'économie quand même forte autour des AOP, économies qui sont maintenues dans ces territoires et qui donnent de la vie et de l'ambition. Et du revenu qui s'installent et du revenu bien sûr. Dès qu'on le peut. Bon, Dominique Chargé, vous avez une chance et une malchance là où vous êtes, en Bretagne et Pays de la Loire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fromage. Hein. C'est pas une région fromagère. En revanche, c'est une région de beurre et de crème. Alors, on dit que c'est parce que les Bretons avaient recours au sel, hein, puisqu'on est partout au bord de la mer, qu'ils n'ont pas eu besoin de faire du fromage pour le conserver, leur beurre, ou enfin leur lait, en faisant du beurre salé plutôt que du fromage fermenté, quoi. Oui, alors c'est vrai que moi je suis dans les régions de l'Ouest d'une manière générale, parce que c'est la Bretagne, c'est la Normandie et c'est aussi les Charentes, qui sont des régions historiquement de fabrication et de consommation de beurre. Mais on est devenu fromager. Alors on est devenu fromager sans doute dans un concept très différent, parce qu'il n'y a pas énormément d'appellations d'origine dans nos territoires. En revanche, on s'est effectivement positionné sur des marchés qui sont différents,
le fromage frais, on va dire. Fromage frais, aussi des fromages à pâte pressée, de l'emmental. Il y a des entreprises qui sont développées sur la mozzarella. Il y a des entreprises qui se sont développées sur on a aussi la mozzarella bretonne. Il y a de la mozzarella. Il y a des entreprises qui sont développées sur la mozzarella. Et il y a des entreprises aussi qui se sont développées sur les pâtes molles. En revanche, les pâtes molles, si on prend notre territoire, alors peut-être plus notamment les camemberts, ils sont quand même originaires de ces régions de l'Ouest et on est des très gros fabricants de pâtes molles. Oui, beurre Charentes-Poitou aussi. Beurre Charentes-Poitou qui est une très belle marque reconnue. Absolument. J'ai d'ailleurs vu que il y avait des yaourts dans votre vitrine, parce que vous avez une vitrine sur le stand ici avec des yaourts Pampli et du lait déchiré. Alors là, on est dans le summum du produit laitier frais. Le beurre déchiré, on dit que c'est le beurre qui est présent sur toutes les tables des têtes couronnées du monde. Écoutez, merci Dominique d'avoir été avec nous ce matin. Je vais vous libérer parce que je vois que ça s'agite sur votre stand et qu'on vous demande. J'invite en tout cas tous ceux qui passent sur le salon de l'agriculture à venir vous rendre visite. Ils seront bien reçus ici avec sur la plaisir. coopération. On attend évidemment les visiteurs. Merci Vincent. Et je garde avec moi Hubert parce qu'on va continuer à parler fromage pendant le reste de l'émission. Allez, on se retrouve tout de suite. En direct du salon de l'agriculture. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Oh zut, je me suis fait avoir. Voilà. Ça, c'est pas bien. Faut dire qu'au salon de l'agriculture, on a souvent la bouche pleine. Il y a tellement de choses à déguster ici, puisque Hubert Dubien, qui est le président du CNAOL, le Comité national des appellations laitières, eh bien, il est venu avec sa fourme de Montbrison, une belle pâte persillée au lait cru. Il est jaune, ce fromage. On voit bien la richesse de ce lait de moyenne montagne dans le Forêt, ce Forêt qui sépare en fait Auvergne-Rhône-Alpes, on peut dire. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. On a d'ailleurs quelques communes sur lesquelles on peut produire du lait pour la zone AOP Fourme de Montbrison qui sont sur le Puy-de-Dôme. Bon, alors historiquement, je vais avaler mon morceau de fourme de Montbrison qui est très très parfumé, excusez-moi. Je sais, ça se fait pas. On reçoit avec nous sur le studio ce matin Olivier Morin. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes également éleveur et producteur de fromage en Vallée d'Aspe. Exactement. L'Osso Irati, le fameux fromage basco-béarnais ou béarno-basquais, comme on dit. C'est ça. Alors moi j'ai la particularité d'être dans un département, mais avec 2 pays. Ah voilà, c'est ça. Un pied de chaque côté de la vallée. Voilà, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on se rend compte à travers vos 2 profils que la moyenne montagne, elle convient bien aux charcuteries, aux salaisons et au fromage, parce que évidemment originellement il fallait conserver ce lait pendant l'hiver, quand on pouvait pas redescendre pour le commercialiser par exemple, et donc on a naturellement fait des fromages. Ah, exactement, et les Pyrénées-Atlantiques et le Béarn en particulier est un terroir de fromage, que ce soit pour les fromages qui sont fabriqués sur la ferme, mais aussi le fromage qui est très réputé, le fromage d'estive, ouais, qui lui nécessité d'être produit sur place, affiné sur place et produit à l'herbe de montagne, donc avec des typicités exceptionnelles. Alors vous qui faites du lait de brebis basco-béarnaise, oui, avec des basco-béarnaises, c'est ça. Oui, c'est ça. Quel est le temps d'abord de confection et d'affinage d'un fromage d'Osso Irati? Au bout de combien de temps est-ce qu'on peut le consommer? Alors, si c'est par rapport au cahier des charges, il va falloir 4 mois pour d'affinage. Oui. Mais c'est vrai que selon, et c'est là toute la particularité, notamment des laits crus et de chaque ferme qui aura sa propre cave. Donc là, en général, il faudra 6 mois quand même pour qu'un Osso Irati s'exprime le mieux. C'est à partir de 6 mois. Il y a quelque chose qui est assez étonnant, et peu de gens le savent, le lait de brebis, malgré son image diététique, il est plus gras, il est plus riche en matière grasse que le lait de vache. Ah, il est plus digeste aussi. Souvent, digeste, mais aussi riche, quoi. Tout à fait. Oui, il faut, pour faire 1 kilo de fromage, il faudra 2 fois moins de lait avec du lait de brebis. C'est dingue, hein. Ça, c'est extraordinaire. Alors, petite anecdote pour info, quand on est en hiver et qu'on produit du fromage l'hiver, il va nous falloir entre 5 litres et 6 litres de lait pour faire 1 kilo de fromage. Mmh. Lorsqu'on part en estive et que nos brebis seront uniquement à l'herbe, là on arrive à faire 1 kilo de fromage avec 4 litres de lait de brebis.
Ah oui, parce Voilà. qu'il y a de la protéine, quoi. Il y a de la protéine, il y a de la richesse, voilà, avec toute cette flore. Richesse de amenée par le montagne. pâturage. Exactement. Oui, bien sûr. Et voilà, bien sûr. ça c'est une valeur forte dans les appellations, c'est la question du pâturage et justement l'exploitation de zones de secteurs difficiles. Je le disais tout à l'heure, 70% de ces produits sont faits en montagne et des endroits où on ne peut pas forcément aller avec les engins. Et c'est là tout l'intérêt de cet élevage-là dans ces zones difficiles, c'est qu'elles sont entretenues par les animaux, par ces productions sous signe de qualité notamment. D'ailleurs, c'est très important dans les signes de qualité et dans les appellations, le territoire. Le territoire est presque le paysage qu'on associe au fromage. C'est un lien fondamental. Ouais, fondamental. Alors, il y a quelqu'un qui vient de nous rejoindre, c'est Delphine Georgelet. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors vous grattez un petit peu à la porte des appellations, puisque vous êtes productrice de fromage de chèvre en Charente. Charente-Poitou, non ? Pardon ? De Sèvres. Dans les Poitou alors. De Sèvres c'est le Poitou. Poitou-Charente, alors on va dire plutôt que Charente-Poitou. Donc dans le Poitou et vous êtes productrice d'un fromage que moi j'aime beaucoup, qui fait partie de la belle famille des fromages de chèvre, qui est le Mottet. Et le Mottet, il aimerait bien avoir une reconnaissance, une appellation. On est plus qu'à la porte. Ça y est. On espère là. Non, le cahier des charges a été validé par l'INAO. Donc on attend juste la prochaine étape, la validation de ce qu'on appelle l'AOC, pour que après le dossier puisse partir à l'Europe et que ce dossier redescende dans 2 ans avec l'AOP. Alors, pouvez nous le décrire, ce fromage, ce Mottet, qui a un particularisme qui se rapproche un tout petit peu du Banon, par exemple, plus bas en Provence. Alors, il y a eu un énorme travail sur le cahier des charges. Déjà, ce Mottet, il est fabriqué qu'avec du lait cru. Déjà. Ça, c'est le territoire, effectivement, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, on est sur un territoire sud de Sèvres, argilo-calcaire. C'est important le sous-sol, oui, là où c'est ce qui va permettre en fait de donner la qualité et la richesse du fourrage, parce que du coup on est à plus de 80% en fait du fourrage qui va être fabriqué sur la ferme. Autosuffisant quoi. Voilà. Oui, d'accord, presque. Quasiment. Donc ça c'est déjà énorme. Et ce fromage est affiné sur une feuille de châtaignier. Voilà. Je disais qu'il y avait une correspondance avec le Banon provençal. C'est exactement ça. Et cette feuille-là va donner toute la caractéristique du Mottet. Parce que ça donne des tanins en fait. Exactement. Et en fait, plus le fromage va être affiné, plus en fait il va y avoir un échange entre la feuille et le fromage qui va permettre de donner une saveur juste exceptionnelle au fromage. Là j'en ai sur la table avec, on va dire, 15 jours d'affinage et 2 mois d'affinage, et vous allez voir qu'avec la feuille en fait on a vraiment une évolution des saveurs, et en fait on arrive même à retrouver l'odeur du bois. Le champignon, quand on marche dans les bois, en fait. C'est ça, l'humus et le... Exactement. C'est comme on trouverait le goût du bois lorsqu'il est bien mené dans un vin, dans l'élevage en bois, eh bien, c'est presque un élevage sous bois qu'on fait avec cette feuille. Exactement ça. Et ce Mottet, du coup, ce fromage-là, plus il va s'affiner, plus il va prendre des saveurs qui vont permettre en fait de lui donner une caractéristique bien particulière. Hubert, vous êtes trop content là à l'idée de pouvoir faire rentrer le Mottet dans cette grande famille des fromages d'appellation ? Bien sûr, je pense que encore une fois, c'est la question de la diversité, cette richesse française, et quand on arrive à ce que des personnes sur des territoires donnés se battent de cette manière-là, parce qu'elle l'a pas évoqué, mais ça a duré plus d'une dizaine, 23 ans pour arriver à obtenir une appellation d'origine contrôlée, et elle le dit demain, une appellation d'origine protégée. Je pense qu'il faut être, teigneux. Et ambitieux, châtaigneux, faut même. et croire en son territoire. Mais c'est ça, c'est qu'on a affaire à des gens qui croient dans leur territoire, qui en sont fiers, qui le défendent, et voilà, et on arrive à des résultats comme ça. Mais c'est excellent. Est-ce qu'on peut rappeler justement, et vous le disiez, 23 ans, est-ce qu'on peut rappeler la difficulté que représente un dossier en appellation d'origine ? Oui, il faut arriver à faire la démonstration qui avait effectivement une histoire. Alors, on va aller chercher bien sûr des chercheurs
qui vont travailler sur le sujet, qui vont aller constater. Mais c'est un travail titanesque pour y arriver. Et oui, ça prend énormément de temps. C'est commission d'enquête sur commission d'enquête pendant toutes ces années-là. Il faut amener la preuve, il faut certifier que. Et ça tient à l'histoire. Ce qu'on fait à cet endroit-là, on peut le faire nulle part ailleurs. La question de la zone géographique, effectivement, c'est particulier. Elle a parlé de ces sols et vous êtes revenu dessus sur ce qu'apporte le sol. Il y aura pas n'importe quelle plante qui va pousser sur n'importe quel sol. Sûr. Et donc du coup la prairie c'est fondamental. On aura un parfum particulier. On peut très bien reprendre la techno de n'importe quel fromage, aller le fabriquer ailleurs. Si on n'a pas ces fourrages-là, je suis désolé, on n'y arrivera pas. Et on n'obtiendra jamais le même produit. C'est ça l'essence des AOP. Olivier Morin, en Vallée d'Aspe, on sait qu'il y a une flore, on parlait de l'estive tout à l'heure, absolument exceptionnelle dans cette montagne pyrénéenne de l'ouest, de l'ouest des Pyrénées. Mais comment est-ce lorsqu'on fait du fromage, comment est-ce qu'on traduit cela dans la pâte? Comment est-ce qu'on arrive à faire passer la diversité de la flore dans la pâte? C'est ça le travail du lait cru? C'est le travail du fromager, et chez nous on parle du coup de main. Et c'est vrai que selon celui qui va faire le fromage, on peut avoir une pâte qui va être différente. Il y en a qui auront une pâte plus souple, mais ça c'est au jugé. C'est des choses qui ne s'expliquent quasiment pas. Et en fait, le fromage, c'est la personnalité, c'est-à-dire c'est la personne qui fait le fromage, c'est comment il aime aussi le fromage, et c'est lui qui lui donne un peu et l'endroit où les brebis pèsent également. Bien sûr, il y a tout ça, il y a ce qu'avant la brebis aura mangé, mais après sur la technologie et sur la fabrication en elle-même, c'est vrai que nous sur ma ferme, on est deux à faire du fromage, mais les deux, on n'aura pas tout à fait le même résultat. Le savoir-faire. Et c'est heureux, mais avant qu'on trouve des fromages parcellaires comme les vins, où on dira il vient de tel champ ou il vient de tel champ, on n'en est pas là encore. On n'en est pas encore là, mais c'est des choses pour lesquelles on travaille, et il va falloir continuer à travailler avec toutes les difficultés qu'on connaît. À l'intérieur d'une appellation, imaginez qu'on puisse avoir des zones inter-appellations. C'est pas inter-appellation, non, je pense pas, mais ça a été très bien exprimé. Il le dit sur l'exploitation, on est deux à transformer, et en transformant, on n'aura pas forcément tout à fait la même chose. Et c'est aussi ça la diversité, c'est-à-dire que il y a un cadre. C'est-à-dire que si moi je prends ce fromage, la fonte de Montbrison, on a une croûte orangée, ok. Mais d'un opérateur à un autre, l'orangé sera peut-être pas tout à fait le même, d'accord. Mais c'est le bois qui lui donne cette couleur, non? Oui, c'est les chenaux en bois. Ouais. C'est comme une gouttière en bois dans lequel on va affiner certains disent que l'AOP fige un peu les choses. Moi je dis non. Et là ça vient d'être exprimé très clairement. Il y a aussi cette diversité, ce panel de produits même à l'intérieur même d'une appellation, et ça c'est chouette. Bien, merci beaucoup. Et j'imagine qu'on fait déguster quand même sur le salon, à la fois le salon du fromage et au salon de l'agriculture. On goûte du fromage, beaucoup, non, Olivier Morin? Ah oui, on goûte du fromage. Et pour ceux qui sont de passage sur le salon de l'agriculture et qui n'hésitent pas à passer sur le hall 1. Donc on est présent sur le hall 1 avec nos animaux au stand du Coram, le collectif des races de massifs, où ils pourront aussi goûter d'autres fromages des massifs. Le collectif des races de massifs, Hubert et Olivier, vous en faites partie. Vous êtes des races de massifs. Et merci d'être venu nous parler de vos fromages. Delphine, je vous garde pour qu'on parle un petit peu de votre expérience de chevrière là-bas dans le Poitou. Allez, on se quitte quelques instants et on revient avec une belle histoire, croyez-moi. En direct du Salon de l'Agriculture. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, de retour sur le stand de la coopération dans le hall 4 B105. Si vous passez dans le coin, venez nous rendre visite, ça nous fera plaisir, à Sud Radio et également à la coopération. Je suis avec Delphine Georgelet, qui était déjà avec nous, éleveuse de chèvres et productrice de fromage de chèvre en Poitou, dans les Deux-Sèvres. Et je reçois là sur le plateau Laurent Payat. Bonjour Laurent Payat, qui est le président de l'ANEFA. Alors on va en parler dans une seconde, parce que je voudrais vous raconter, et à tous ceux qui nous écoutent, l'histoire de Delphine, qui a changé de vie pour trouver sa voie, on peut dire, au fond, Delphine, aujourd'hui.
Oui, en fait, ça a été une reconversion express. Tardive et express. Tardive et express. Alors, il faut dire que c'est votre père qui tenait l'exploitation. Il a eu des soucis de santé importants et vous avez été, en quelque sorte, obligé de suppléer et de reprendre l'exploitation. Oui, en fait, mon papa qui a eu le syndrome de Guillain-Barré, c'est quelque chose qui est extrêmement rapide. En fait, du jour au lendemain. Du jour au lendemain, en incapacité. Mais vraiment en incapacité. Et j'ai repris, on va dire, très objectivement, les clés de la ferme en salle de réa. Et en 48 heures, j'ai pris la direction de la ferme. Et voilà. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier à ce moment-là? J'ai été nutritionniste et enseignante. Bon, nutritionniste, c'est pas mal, hein, parce que ça permet de connaître un petit peu ce qu'il y a dans le lait. Tout à fait. Et enseignante en quoi? En nutrition, en BTS. Bon, d'accord. Donc vous étiez quand même resté dans le secteur de l'alimentation. Oui. Mais dans le secteur périphérique, on va dire, en tout cas. Et la production, vous y aviez quand même touché avec votre famille? Alors, je me suis rendu compte que, du coup, j'ai été élevée sur la ferme et vraiment inconsciemment, j'ai acquis tous les gestes. Sans spécialement le faire, mais j'ai vu tous les gestes. Comme quand on regarde ses parents cuisiner, qu'il n'y a pas vraiment de cours, mais que à force de voir. Exactement. Alors après, j'ai fait les fromages, mais j'étais enfant, j'ai vendu avec mes parents, je faisais le salon d'agriculture quand j'avais 10 ans. Donc en fait, tout ça, je l'avais vraiment intégré, sauf que là, en fait, prendre une direction du jour au lendemain où on n'a aucun élément, c'est pas du tout la même chose. Quel a été le principal écueil? Alors, la chose qui a été assez extraordinaire, je vais plutôt partir là-dessus, c'est que j'avais à côté de moi une équipe qui a maintenant, je l'ai fait évoluer, mais en fait, je suis arrivée en leur disant, ok, mon papa est à l'hôpital, je suis là, je reviens pour vous et pour les animaux. Et on y va, on fait équipe. Et ils sont restés avec moi et je me suis beaucoup appuyée sur eux. Mon équipe de fromagers et mon responsable de fromagerie et ma responsable administrative ont été mes deux piliers. Et après, il a fallu tout reconstruire aussi. Donc, pardon. C'est juste une expérience extraordinaire. Oui. Et dans votre cas, ça se finit bien puisque vous êtes aujourd'hui en passe d'avoir votre motet reconnu. Ouais. Voilà. Donc au bout de 3 ans, j'ai officiellement acheté la ferme. Oui. Et effectivement, quelques mois après, il y a le motet sur feuille qui arrive. Donc j'ai envie de dire que malheureusement, ça se passe pas toujours aussi bien. Et lorsqu'on parle de formation, alors vous, une formation express, mais avec ce passé, en fait, cet ADN d'agricultrice. C'est pour ça que j'ai demandé à Laurent Paya d'être avec nous ce matin. Alors Laurent, vous êtes président de l'ANEFA. Rappelez-nous ce que c'est que l'ANEFA, champion de la formation et de l'emploi en agriculture. Alors nous, c'est promouvoir la formation et l'emploi en agriculture, les 30 000 postes que l'on gère, enfin un certain nombre de choses. Mais je voulais préciser que je suis un ancien territorial qui n'avait rien à voir avec l'agriculture et je me suis installé il y a 30 ans. Eh ben voilà. Donc voilà, on y vous aussi, vous êtes un produit de la société civile revenu à la terre. C'est ça, formation en 1 an et diplôme d'installation. Alors là, le cas de Delphine est très parlant parce que aujourd'hui, on est dans un monde où il y a de plus en plus d'accession tardive en fait à l'agriculture. Oui, c'est ce qu'on appelle les néo-ruraux. Hein. Oui. C'est pas spécialement joli. Moi, j'aime bien les gens qui ont enfin découvert un métier qui a du sens. Ouais, ça parle mieux à ceux qui nous écoutent. Ils sont de plus en plus nombreux. Alors on pense à eux évidemment et j'aimerais que vous nous disiez quelles sont les solutions d'accompagnement parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une équipe sur place. Parfois on démarre ex nihilo et une exploitation en ne connaissant rien. J'ai l'exemple d'un garçon comme ça qui venait de l'enseignement, qui a ouvert un élevage de porcs dans le Jura juste par amour. On se sent un peu seul parfois. Alors, on est souvent seul, donc il faut aller voir les copains. Il faut aller, moi je conseille d'aller dans un syndicat, j'en ai pas un à mettre en avant de l'autre, mais s'entourer de professionnels identiques. Moi je suis allé voir des anciens, parce que je suis originaire de Vendée, je débarquais dans le sud, pas le même climat. Mais est-ce qu'on est bien accueilli par les anciens, quelle que soit la région? Quand on va leur dire bonjour, et qu'on dit on a envie de faire comme vous. Et servez-moi d'exemple.
Généralement, ils ont un côté protecteur, bienveillant, formidable. Delphine, il y a une production formidable en Poitou et en Charente de fromage de chèvre, hein, c'est la région. Est-ce que vous avez eu des aides d'autres exploitants qui vous ont mis un peu le pied à l'étrier ou donné des trucs ou... Alors j'ai eu Alain Joussaume. Ah oui, voilà. Ah oui, la topinette. Voilà, qui a été d'une ressource extraordinaire. Et en fait, j'ai eu de la chance d'avoir à tout, parce que en fait nous on fait les champs, les chèvres, la transfo fromagère et la commercialisation. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque étape, j'avais effectivement des ressources. Donc parce que du coup mon papa n'était pas une ressource, absolument pas, parce qu'il était hospitalisé. Oui, il était dans l'incapacité de vous complètement. Donc ça veut dire que effectivement j'ai pu trouver des ressources et des gens extrêmement bienveillants. Bon, parce qu'en fait moi je suis une femme. Et ça a été un petit écueil. C'est pas possible, quoi. Encore aujourd'hui, en 2024, c'est un écueil d'être une femme dans la production laitière. J'en ai fait une force, mais quand je suis arrivée, c'était pas ça. Pourtant, et vos chèvres, qu'est-ce qu'elles en ont dit, elles étaient contentes. Heureuses. Oui, girl power chez les chèvres, absolument. Laurent Payat, pour être plus sérieux, aujourd'hui, comment ça se passe, la formation? Alors, on va parler vraiment des jeunes. Alors, ceux qui n'ont pas eu la chance notamment d'avoir un ADN paysan, donc une famille, simplement une transmission. Comment ça se passe lorsqu'on vient, alors on va caricaturer un peu, on vient de la ville, on a un amour des bêtes ou du végétal, et on veut devenir agriculteur-éleveur. Vers qui on se tourne? Alors on se retourne vers les centres de formation. Il y a 4 familles de la formation. Il y a en plus les chambres d'agriculture. Il y a en plus quelques syndicats qui sont organismes de formation eux-mêmes. Et puis aujourd'hui la formation a énormément évolué. Il y a de plus en plus de temps de travail, de stage, d'apprentissage, parce qu'il y a toutes les formes. Ça démarre à quel âge? Ça démarre à 14 ans, enfin l'adolescence. Nous dans l'agriculture, les métiers de l'agriculture, c'est à partir de la 4e, donc on est on a 12-13 ans. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que mettons on a des formations très proches du métier, qui vont sur le terrain, qui vont à la rencontre des professionnels, et nous les professionnels que nous sommes devenus, on transmet notre savoir-faire, on transmet aussi le goût du travail administratif, parce qu'il est important. Et il faut que ce soit bien fait, c'est important. Et puis surtout, on peut apprendre et transmettre les gestes, comment traire une chèvre, comment couper une salade, etc. Souvent, les anglo-saxons nous reprochent à nous Français de prodiguer un enseignement un peu théorique dans les matières générales et de pas être les rois on va dire, du stage en entreprise. Il me semble que dans l'agriculture, on peut pas imaginer que les jeunes qui commencent ne soient pas sur les exploitations. Non. En agriculture, on a le meilleur taux de réussite. On a plus de 70% de réussite à l'ensemble des examens, globalement. Et parce que nous passons par le pragmatisme. Dans les écoles publiques, il y a des fermes pédagogiques. Dans d'autres familles, comme les maisons familiales, il y a des temps de stage importants, des fois jusqu'à un tiers du temps. Et jusqu'à maison familiale, c'est la moitié du temps. En entreprise. La moitié du temps. Ah oui, alors ça c'est ce qu'on appelle la formation par alternance qu'ils ont inventé sorti de la guerre. Oui, ça commence à faire effet. même chez nous, c'est extraordinaire. Parlons d'un autre sujet dont l'ANEFA traite volontiers, c'est l'emploi. Comment se passe le marché de l'emploi? Alors, si Delphine recherchait un collaborateur aujourd'hui, est-ce que le marché est tendu? Est-ce que on manque de bras et de jambes? Le marché est tendu, on a plus de 30 000 postes non pourvus rien que dans les valises de l'ANEFA. Mais on a des outils maintenant tout à fait accessibles, des sites internet et même une application ANEFA. Job au pré, enfin ça dépend des endroits, chacun a aussi ses habitudes de fonctionnement, parce que chaque organisme a essayé de répondre à cette problématique de l'emploi. Parce que Delphine, lorsqu'on se développe, et si ça marche bien, on en est très heureux, mais qui dit développement, dit évidemment développement des forces vives, des ressources humaines, et c'est pas toujours simple, surtout quand on est un peu isolé dans son village ou dans son champ. Alors c'est extrêmement compliqué et je tiens à vraiment remercier l'ANEFA parce que moi c'est mon partenaire essentiel en fait pour le recrutement. Donc effectivement recruter du personnel, on a soit le parti pris de prendre obligatoirement quelqu'un qui est formé, ou soit le parti pris de prendre quelqu'un qui n'est pas formé, mais justement
qui veut apprendre le métier. Comme un stagiaire, quoi. Exactement. Un stagiaire en entreprise qu'on pourra éventuellement engager à la suite de son stage. Et en fait, moi, pour retrouver du personnel, j'ai pris le parti pris de prendre les deux profils. Donc des profils qui sortent des études et qui ont vraiment une formation agricole ou en tant que fromager. Et aussi prendre des personnes qui sont extrêmement motivées, qui viennent, qui arrivent dans la cour et qui me disent, voilà, moi j'y connais rien, mais je veux travailler et c'est le domaine dans lequel je veux travailler. Ok. Donc voilà, donc c'est aussi nous en tant que professionnels, donc dans le monde agricole, on se doit aussi de faire ça. Alors peut-être que du coup là, l'avantage de mon parcours d'enseignante en amont et de formatrice m'a permis de voir ça sous un autre angle. Sous un autre angle, voilà, c'est parce ça peut parfois faire un petit peu peur en se disant, on fait venir quelqu'un à la ferme qui ne connaît rien. Mais en même temps, si quelqu'un est motivé... Oui, mais c'est une page blanche et c'est à vous de l'écrire. C'est ça. Et en même temps, si quelqu'un est motivé, si une personne est motivée, je crois vraiment que nous, professionnels, on a notre rôle à jouer en fait en tant qu'apprenant. Ça doit vous faire plaisir, Laurent Paillat, de sentir que vous êtes utile à ce point-là à la NEFA. Oui, parce qu'on est tous des responsables bénévoles qui tournent nos exploitations régulièrement pour que ça fonctionne. Et ça, c'est les merci, c'est notre salaire. Ce que je viens d'entendre, c'est mon salaire de bénévole. Voilà, salaire de bénévole pour la beauté du métier, quoi, et pour que le tissu agricole continue à ne pas trop se déliter, quoi, et notamment en matière de ressources humaines, parce que tout ça, comme je le dis souvent, les agriculteurs, c'est pas une masse informe, ce sont des femmes, des hommes avec des visages, des voix, des pratiques différentes, et tout ça forme l'agriculture française, et on aimerait bien que ça perdure, donc on a besoin de formation. Hein. Oui, puis c'est nous qui façonnons les paysages de toute la France. Oui, rappelons-le, les premiers écologistes actifs, c'est les paysans. Et quand on est dans le train, là, qu'on voit ce paysage qui défile, je monte souvent à Paris depuis Nîmes, je vois jamais le même paysage. Alors que je prends toujours le même train. Donc c'est nous les artisans. C'est pour dire. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Je sais que vous êtes là pendant tout le salon de l'agriculture. S'il y a des vocations qui se font jour, on vous retrouve. Vous êtes où On est juste à quelques mètres de l'autre côté de la ferme digitale. Formidable, pas très loin. Merci Delphine, vous qui êtes au salon du fromage et qui faites goûter vos fromages de chèvre aux professionnels de passage. Hein. Oui, tout à fait. On est au salon du fromage. C'est un salon pour les professionnels et ça nous permet, vraiment de rencontrer tous nos clients et c'est un moment juste extraordinaire. Pendant 3 jours, on est à fond avec nos clients. Voilà. À fond. On en espère tout autant des fromages qui seront à fond aussi, hein, parce que il y a de la dégustation ici. Je vous attire aussi sur le hall 3, le hall des régions. Le 6, le 3 et le 7. Le 3 et le 7. Ah bah oui, le 3 et le 7. Ah oui, attention. Hein. Faut pas oublier le 7 avec le concours général agricole en plus. Vous êtes partie prenante aussi, David. Oui. Alors je croise les doigts. En tout cas, on dit rien. On attend. En tout cas, on a présenté le chabichou du Poitou, du coup qui a l'AOP et le motet sur feuille. Voilà. Et voilà. Donc la réponse demain. Future appellation. Merci à vous deux. Voilà les amis, l'émission se termine. J'espère que je vous ai donné envie avec mes invités de venir rendre visite aux éleveurs et aux agriculteurs ici sur le salon de l'agriculture. Il est l'heure de nous dire au revoir avec une petite larmiche et de vous laisser à mes camarades. Dans quelques minutes, les infos de 11h. Juste après, ce sera au tour d'Alexandre Devecchio en toute vérité. Et puis vous retrouverez Catherine Bully. Et puis vous retrouverez Nathalie Schran-Guirmin tout à l'heure. Je vous souhaite un beau dimanche à la campagne. Moi, je reste là toute la semaine. Je vais me trouver une petite botte de paille près des vaches. Et on se retrouve ici même dimanche prochain. Bonne journée. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.